toutes d'être là. Mon nom est Marie-Lise Drapeau. Ça me fait plaisir de co-organiser avec Barry aujourd'hui ce panel sur les héritages du printemps érable. Alors, quelques mots sur ce titre d'abord. Héritage au pluriel, invitant une conversation sur la multiplicité des impacts de cette mobilisation marquante de 2012. Et Printemps érable, choix terminologique qu'on a fait et qu'on abordera d'ailleurs avec les panélistes dans quelques temps. Mais donc, pour souligner ce printemps de mobilisation en 2012 qui a finalement rejoint non seulement les étudiants, mais aussi la population dans diverses villes du Québec et qui a été soutenu par différents segments de la population également à travers le pays et internationalement. Alors, je ne m'étendrai pas trop sur le contexte de 2012. Je vais présumer que si vous êtes ici, vous avez une vague idée de ce qu'on commémore ou l'anniversaire qu'on souligne. Par contre, on pourra en discuter davantage dans la période de questions. Je voulais simplement partager avec vous notre motivation aujourd'hui pour ce panel. Il nous a semblé important pour le comité de recherche en sociologie politique et en mouvements sociaux de la Société canadienne de sociologie de souligner les 10 ans de la mobilisation étudiante de 2012 et surtout, il nous a semblé important de le faire, donc d'inviter les sociologues et chercheurs à travers le Canada à souligner cet anniversaire et le faire avec des voix importantes du mouvement. Alors, on a le plaisir d'avoir avec nous 4 panélistes et sans plus tarder, je cède la parole à Barry qui les introduira brièvement avant de passer aux questions. OK, c'est bon. Bonjour à tous et à tous, merci d'être venus. Nous sommes très, très heureux et chanceux d'avoir avec nous 4 intervenants et intervenantes qui étaient directement impliqués dans le mouvement du printemps érable il y a 10 ans maintenant. Alors, je les présente pas n'importe quel ordre, enfin, disons. Alors, en premier, j'ai ici Jawad Laroussi. C'était un militant actif dans le mouvement étudiant entre 2004 et 2015. Il va nous en parler un peu plus de ça. Il est actuellement titulaire d'une maîtrise en histoire sur les origines du syndicalisme étudiant de combat au Québec qu'il a obtenu en 2016 à l'UQAM. C'est un permanent à l'association étudiante du Collège de Maisonneuve depuis 2020. Et il est militant actif du collectif autonome de diffusion et de recherche Archives révolutionnaires. Alors, bonjour à Jawad. Ensuite, nous avons Arnaud Thériault-Cloutier. C'est un enseignant de philosophie au Collège Brébeuf. Il a été militant dans le mouvement étudiant de 2005 à 2012 et a publié sur ce sujet Printemps de force, une histoire du mouvement étudiant au Québec de 1958 à 2013 aux éditions Luxe en 2017. Actuellement, il rédige une thèse de sociologie sur la forme capitaliste de la transition énergétique hors des hydrocarbures. Et il contribue aux recherches de la chaire de recherche sur la transition écologique et aux activités de l'atelier d'écologie sociale du capitalisme avancé, l'ESCA, qui sont tous deux à l'UQAM. Et en lien avec ses recherches sur l'écologie, il vient de faire paraître à titre de co-auteur pour une écologie du 99%, 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme aux éditions Éco-Société. Alors, bienvenue Arnaud. Ensuite, nous avons Camille Robert. Elle est doctorante et chargée de cours en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Son projet de thèse propose une histoire du tournant néolibéral de l'État québécois à partir des points de vue de travailleuses de l'éducation et de la santé ayant participé aux grèves du secteur public des années 1980. Elle a publié « Toutes les femmes sont d'abord ménagères » aux éditions Somme, toutes en édition Somme toute en 2017. Et elle a co-dirigé avec la chercheuse Louise Toupin un ouvrage collectif sur le travail invisible des femmes paru aux éditions du Remue-Ménage en 2018. En 2012, comme elle en parlera davantage, elle était étudiante au baccalauréat en histoire et activement impliquée à la classe.
Et puis, enfin, nous avons Dimitri Delafaye. Il est sociologue et professeur en développement international à l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO. Depuis 2009, il est actuellement directeur du pôle UQO, du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtone, le CIRA. Et pendant la grève de 2012, il était vice-président du syndicat des profs de l'UQO. Bon, alors avec ceci, on va passer aux questions. Et je crois, Marie, est-ce que moi, je peux poser la première question? Oui, OK. Alors, c'est juste pour vous présenter vous-même, plus spécifiquement, si vous pourriez vous présenter et nous dire où vous étiez il y a 10 ans pendant la grève étudiante de 2012. Peut-être je vais commencer. Oui. Bonjour, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Moi, en 2012, j'étais étudiant, je commençais ma maîtrise en histoire à l'UQAM et ça faisait déjà un moment que j'étais impliqué dans le mouvement étudiant. Donc, pour le mouvement étudiant, j'étais déjà un vétéran à 24 ans, ayant déjà vécu notamment la grève étudiante de 2005, qui était la dernière importante grève qui s'était passée au Québec. Donc, c'est ça, je n'avais pas de poste élu à ce moment-là, ni à l'AC, ni dans les associations étudiantes locales. Mais de par la forme démocratique que prenait le mouvement étudiant, des personnes comme moi qui n'étions pas élues pouvons quand même prendre une part importante dans la lutte, dans la stratégisation et dans les différents moments de la grève. Je peux continuer. Donc, je m'étais aussi impliquée dans le mouvement étudiant avant 2012, mais ça ne remontait pas aussi loin que Jawad. Donc, je suis entrée au bac en histoire à l'UQAM en 2009. Puis c'est un peu à partir de ce moment-là que je me suis plus impliquée dans le mouvement étudiant. Puis j'étais au comité à l'information de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, l'AC, qui est devenue la classe par la suite. Donc, j'ai été élue au comité à l'information depuis 2010. Au début de la grève de 2012, j'étais à l'exécutif de l'Association facultaire des sciences humaines à l'UQAM. Donc, une des associations étudiantes qui était assez mobilisée pendant la grève puis avant. Donc, j'étais responsable aux affaires externes, c'est-à-dire que c'est moi qui étais responsable d'assister au congrès de la classe puis de l'AC, puis de faire rapport finalement sur les discussions lors des congrès vers les assemblées générales par la suite, puis de défendre les positions de l'association, évidemment. Puis ensuite, j'ai été élue au comité média de la classe à partir de 2012, de juin 2012. Donc, j'ai occupé aussi des fonctions de porte-parole à partir de l'été. Puis, c'est ça, je suis ici en fait comme témoin, donc ma mémoire fait parfois un peu défaut. J'ai essayé de relire des textes pour me replonger un petit peu dans cette période-là, mais comme je suis historienne de formation, ça fait drôle de me retrouver un peu de l'autre côté où moi-même je dois revenir sur ces événements-là. Puis, donc, mes réflexions sont peut-être un petit peu décousues par moment, mais je suis super contente de pouvoir échanger avec tout le monde, notamment avec Jawad et Arnaud, qui ont été deux camarades pendant cette mobilisation. Et ensuite, Arnaud. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie aussi pour l'organisation de ce panel. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous de tout ça. Donc, en 2012, moi-même également, j'étais déjà impliqué dans le mouvement étudiant auparavant, depuis 2005. En 2005, j'ai participé, comme je le pouvais, de mon école secondaire. Et donc, en 2012, ce n'était pas nouveau cette implication-là parce qu'il y a eu une suite entre 2005 et 2012. Mais en 2012, j'étais surtout impliqué à l'Université de Montréal à travers le comité de mobilisation qui était le Roche, qui s'appelait, également dans mon association départementale de philosophie. Donc, j'étais vice-président sur l'exécutif en 2012. Et puis, j'étais au comité journal de la classe, donc qui était la coalition de l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Donc, c'est nous qui produisions le journal. Donc, on a produit le journal de l'automne 2011 qui appelait à la grève générale. Bon, après, pendant la grève, il a moins été produit, on pourra en reparler si vous voulez, mais il a continué à être produit quand même à l'occasion
pour marquer certains moments de la grève. Et Dimitri? Oui, alors tout d'abord, je tiens à m'excuser. Je suis à l'étranger et je suis à l'hôtel et je pensais avoir une bonne connexion Internet et donc j'ai dû passer sur mon téléphone cellulaire. Donc si vous voyez que ça bouge comme ça, c'est parce que ma main se fatigue un petit peu. Vous m'entendez bien? Oui? OK. Donc moi, en fait, je suis professeur, comme Barry l'a dit, à l'UQO, à l'Université du Québec en Outaouais. Et donc, j'espère peut-être apporter une perspective différente de la perspective montréalaise. Et en 2012, j'étais professeur à l'UQO déjà depuis 2-3 ans. Je me suis impliqué dans le syndicat des professeurs pendant la grève, justement parce que le syndicat des professeurs avait démissionné en bloc pour des raisons qui restent encore obscures, mais qu'on peut supposer, puisque l'Assemblée syndicale avait voté une résolution en soutien au mouvement étudiant. Et suite à cette résolution, le comité exécutif du syndicat a démissionné. Et comme on a besoin d'un syndicat pour nous soutenir dans notre, comment on va dire, dans nos tâches professorales, je suis devenu vice-président du syndicat alors que je n'étais même pas encore professeur permanent, mais j'ai une petite histoire d'implication étudiante qui précède ma fonction professorale. OK. Alors on passe à la deuxième question. Alors, c'est Marie-Lise qui prend son tour. Oui, merci pour ce partage de ces trajectoires. Déjà, ça nous donne une idée de qui vous êtes et de la riche expérience que vous partagez aujourd'hui. La prochaine question que je vais poser est justement par rapport à la terminologie là, que je mentionnais tantôt. Alors, on a choisi d'appeler le panel Héritage du printemps érable, mais disons que les appellations de la mobilisation de 2012 sont multiples. Alors, mouvement étudiant, grève générale et limitée, printemps érable. On était curieux, au lieu d'imposer, disons, une terminologie ou une catégorisation, de la tourner en question et de voir comment est-ce que vous faisiez référence à la mobilisation de 2012. Peut-être que cette référence-là a changé depuis, ou peut-être que non. Et qu'est-ce qui informe ce choix terminologique? Alors, je vais vous laisser l'option de choisir qui va en premier selon qui se sent interpellé par cette question. Mais je peux commencer peut-être moi si c'était du point de vue des profs, c'est clair que c'était un enjeu pour nous en 2012 parce que de classer ça comme étant un boycott des salles de cours, pour nous, c'était, en tout cas pour moi, ça n'avait aucun sens. Je suis très curieux d'entendre ce que les autres panélistes ont à dire, mais pour moi, c'était clair que c'était une grève étudiante. C'est une mobilisation citoyenne, mais c'était une grève étudiante à l'intérieur d'une mobilisation citoyenne. Donc pour moi, il ne faisait aucun doute que d'utiliser le mot boycott des cours, c'était comment dire, une manœuvre simplement qui a complètement foiré, on peut le dire, mais qui visait à utiliser un certain vocabulaire pour discréditer ce mouvement qui est un mouvement étudiant, mais comme je le dis, qui s'était adjoint à une mobilisation qui était une mobilisation plus large. Hein. On avait les manifestations pour la terre, il y avait un certain nombre de mouvements, même en Outaouais chez nous, on avait des marches qui précédaient la grève étudiante. Et pour moi, donc je le répète, c'était une grève étudiante à l'intérieur d'un mouvement de mobilisation citoyenne beaucoup plus large, entre autres opposé au gouvernement de Jean Charest, au néolibéralisme d'une manière générale, et aussi aux questions environnementales. Intéressant. Arnaud, j'ai vu que Oui, tu avais la main. si je peux poursuivre, c'est une grave question. Évidemment, la question de l'appellation grève ou boycott était surtout de l'ordre d'une stratégie politique du gouvernement pour casser le mouvement. Je pense que
malgré que dans les faits, ce n'est pas le terme qui est resté, ça a eu certains effets parce que je pense que ça a travaillé le terrain politique, notamment l'interprétation des tribunaux pour casser les grèves avec les injonctions. Cette notion que donc, les étudiants et étudiantes faisaient un boycott et donc c'était une décision individuelle et non pas un mouvement collectif qui était là. Donc, ce qui justifiait le droit des individus à leur cours comme un droit marchand. Donc, cette rhétorique du boycott a eu des effets concrets sur le terrain, puis des effets répressifs très graves. Hein. On parle de répression policière immense. Donc, ça, je pense que c'est quand même à retenir. C'est intéressant ce que disait Dimitri. Je n'avais pas pensé à le voir comme ça, la grève comme à l'intérieur d'un mouvement. Des fois, je le présente souvent plutôt comme une grève. C'était une grève générale limitée qui a été planifiée, organisée et démarrée par le mouvement étudiant, puis qui après est devenue le printemps érable. Donc, dans cette courte période, il y a eu l'explosion disons, le mouvement est sorti des frontières du milieu étudiant parce qu'il y a eu une solidarité sociale importante, en particulier suite à la loi spéciale. Donc, c'est à partir, je pense, surtout de ce moment-là que l'appui populaire dans la rue a été le plus important. Il y avait déjà, en effet, un appui populaire qui s'était manifesté plus tôt, mais à ce moment-là, je pense qu'on a basculé dans quelque chose de plus vaste. Et qui, je pense, reste celui du terme du printemps érable. Je pense que c'est un terme qui est là pour rester, puis je le trouve quand même, malgré tout, malgré ses limites quand même bien choisies, disons. Je dois vous... ça m'a rappelé qu'en 2011, lorsqu'il y avait eu la manifestation du 11 novembre 2011, je me rappelle dans un discours d'avoir parlé d'un printemps québécois, de dire qu'on allait démarrer un printemps québécois. Je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Je n'avais aucune idée de ce qui allait venir. On ne savait même pas si la grève allait démarrer. Je me rappelle d'avoir utilisé cette expression de printemps québécois. On pensait au printemps arabe, on pensait aussi à la mobilisation au Chili. On pensait, puis évidemment, la longue filiation, c'était aussi le printemps des peuples de 1848. Donc, il y avait une sorte d'inspiration de cette saison forte en mouvement révolutionnaire qui était un peu dans l'air du temps. Puis après, cette expression, je ne sais pas qui a forgé le printemps érable. Moi, je me rappelle de l'expression qui est venue notamment des affiches de la Montagne Rouge. Après, je ne sais pas où est-ce qu'eux l'avaient empruntée, mais je pense qu'elle est restée parce qu'elle marquait quand même quelque chose dans l'imaginaire collectif. Et je pense que c'est assez représentatif du fait que finalement, ça a dépassé un mouvement de grève étudiant. C'est devenu un vaste mouvement social de mobilisation, à la fois contre les politiques néolibérales du gouvernement Charest, puis aussi un mouvement, disons, de revendication de droits démocratiques quand on a tenté de les casser avec la loi spéciale. Camille, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, j'aimais essayer de me lancer aussi. Moi, je suis un petit peu partagée entre tous ces termes-là. Il me semble que le printemps érable, c'était l'école de la Montagne Rouge, effectivement, qui l'avait un peu lancé là, avec des affiches. Par contre, printemps érable fait directement écho à printemps arabe. Puis je me rappelle qu'à l'époque, on était plusieurs à avoir toujours un petit malaise à comparer ce qui se passait au Québec à ce qui se passait lors des révoltes du printemps arabe, parce que le contexte sociopolitique était complètement différent, puis on ne pouvait pas faire ce rapprochement aussi facilement. Mais puis je suis partagée aussi entre le terme grève étudiante de 2012 parce qu'effectivement, il ne s'agissait pas que d'une grève étudiante, mais de plusieurs petites grèves, puis d'un mouvement social aussi qui s'élargissait de semaine en semaine à mesure que la répression grandissait. Puis en même temps, Printemps québécois aussi, j'ai l'impression qu'à certains moments, ça a été récupéré un peu à des fins nationalistes, alors qu'on le voit, puis vos interventions l'ont bien fait ressortir. Ça s'inscrivait dans une certaine filiation de lutte qui se passait à l'international. Il y avait eu des mouvements étudiants en Angleterre puis au Chili dans l'année ou les 2 ans qui ont précédé la mobilisation de 2012. Donc,
pour ma part, j'en suis pas arrivée encore avec un terme qui reflète entièrement ce que ça a été. Puis Dimitri, je pense que c'est important aussi de faire ressortir cette guerre des mots qu'il y a eu à l'époque sur si c'était une grève étudiante ou si c'était un boycott, parce que derrière l'idée de boycott, c'était vraiment la vision de l'éducation comme un service dont des clientes étaient privés. Puis toutes les démarches d'injonction qui ont été menées par des étudiantes et étudiants par la suite s'appuyaient là-dessus. Ça, c'était du jamais vu là, que des gens demandent des injonctions pour que leurs cours continuent à être donnés. Puis je pense que c'était beaucoup le cas dans certains cégeps et universités plus à l'extérieur de Montréal, là, mais je me rappelle que c'était assez inédit là, comme processus judiciaire. Puis j'ai remarqué aussi, c'est un drôle de hasard, là, mais que la loi spéciale, le projet de loi 78, avait été annoncé par le gouvernement Charest exactement le 17 mai 2012. Donc, ça fait aujourd'hui 10 ans. Fait que c'est un drôle de hasard qu'on se retrouve cette journée-là. Merci de le noter, Camille. Je n'avais pas pensé vérifier ça. C'est intéressant, effectivement. Jawad, pardon. Super. Ben, je vais compléter. Je pense que vous avez un peu abordé la manière dont je voulais penser la question. Moi aussi, chacun des termes, je les trouve imparfaits. Je pense que le terme grève de 2012 empêche de penser ce qui n'était pas la grève et ce qui a été assez rapidement le cas, c'est-à-dire un mouvement social où des gens qui ne sont pas des étudiants et étudiantes ont pris parti. Et il y a quelque chose dans ce mouvement social-là qui est important. Sur la question du printemps érable, je suis d'accord qu'il y a peut-être quelque chose de maladroit à comparer les printemps arabes et les révolutions, en fait, qui ont eu lieu dans le printemps arabe et qui ont réellement, pour un court moment, réussi à changer le pouvoir et changer les formes gouvernementales et de l'État. Toutefois, je pense que dans le terme printemps érable, il y a quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ça permet de situer dans une séquence historique qui est en fait les différents mouvements qui ont suivi la crise économique de 2008. Il y a eu tout un moment, en fait, et qui touche, oui, les printemps arabes, mais qui touche le mouvement des Indignados en Espagne, qui va toucher le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, qui va toucher le mouvement pour la gratuité scolaire au Chili, et qui va vraiment être le produit, en fait, des mesures d'austérité et différentes mesures d'État qui vont suivre la crise de 2008. Et la grève de 2012, oui, c'était une grève qui était contre le gouvernement libéral, contre le gouvernement de Jean Charest, mais c'était une grève aussi qui répondait à un contexte international, en fait, d'une crise économique à une crise de l'État social et des mesures publiques. Donc, je trouve dans le terme printemps érable, ce que ça permet de faire, c'est de lier, en fait, à toutes ces luttes-là et à ne pas singulariser ce qu'on a vécu comme quelque chose qui est spécifique au Québec, mais à montrer les résonances, en fait, qui avaient lieu. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes mouvements, il y a des référents historiques, culturels, politiques qui sont différents dans les différents États, mais il y a un même mouvement de l'histoire qui avait cours à ce moment-là dans plusieurs endroits. Et peut-être à titre d'exemple sur la question de la relation entre les révolutions dans le monde arabe et le mouvement étudiant, moi, je me rappelle très bien d'une assemblée générale qui s'était passée en janvier 2011. Et on parlait déjà justement de l'organisation de la grève étudiante. On savait qu'en 2012, un an plus tard, on allait en grève. Et il y a une étudiante tunisienne qui était venue, en fait, au micro et qui avait appelé « Oui, mais pourquoi on n'y va pas tout de suite? Les révolutions, ça se passe maintenant. » Et qui parlait justement de sa situation dans son pays et qu'il était vraiment enthousiasmé par la lutte qui s'en venait. Et nous, on était dans « Oui, on sait qu'il faut le faire, mais il faut attendre un peu. » Donc, on pouvait voir qu'il y avait quand même une résonance qui était au-delà des images, au-delà des médias, qui existaient même dans le mouvement étudiant, en fait, où des étudiants et étudiantes internationaux étaient directement touchés par les révolutions en cours et voulaient justement qu'il y ait une transmission de ces méthodes de lutte entre le Québec et, dans ce cas-là, la Tunisie. Merci, vraiment super intéressant. Merci. Oui. Et là, avec les commentaires de Jawad, avec les liens entre le printemps érable et puis le printemps arabe de l'année précédente, ça me fait penser aussi à un autre lien. Et c'est peut-être une question plutôt pour Arnaud, puisque c'est toi qui as fait les recherches pour ça. Mais si vous pourriez parler un peu des liens entre le printemps arabe de 2012 et puis la tradition de grève étudiante qui précédait 2012. Alors, le développement du mouvement étudiant durant les décennies avant, peut-être, et les liens entre
la grève ou quoi qu'on veut l'appeler de 2012 et les grèves des années précédentes. Alors peut-être c'est plutôt parano, mais j'imagine que les autres, vous avez des réflexions aussi. Et je suis désolé, je ne vous ai pas envoyé cette question d'avance, c'est juste en réaction à ce que les commentaires de Jawad. Bien, ouais, c'est une vaste question. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre parce que je me suis trop étendu déjà dans mon livre. Mais en effet, je pense que ce qui fait la particularité du Québec, entre autres, dans le Canada, dans l'histoire du Canada, puis dans l'histoire aussi des États-Unis, c'est une tradition de lutte étudiante qui n'est pas restée confinée aux années 60. Souvent, quand on parle des mouvements étudiants, on parle souvent des années 60, de la grande vague de démocratisation. Il y a en effet eu cette grande vague de démocratisation de l'éducation dans les années 60 au Québec, qui a donné lieu aussi à l'émergence du syndicalisme étudiant au Québec. Mais par la suite, c'est maintenu cette tradition-là à travers une série de luttes puis une série d'organisations locales et nationales qui ont transmis à la fois des savoir-faire, à la fois des histoires et des revendications sur le long terme. Donc, on peut remonter aux années 60 pour parler du syndicalisme étudiant. Puis après, les grèves étudiantes, on en a connu, disons, sur le long, des grèves étudiantes qui se sont étendues dans le temps, plus d'1 à 2 semaines. Il y en a eu en 68, en 74, 78, 80, 84, 86, 90, 96 et 2005. Pour parler des plus, si j'en ai pas oublié comme ça. Et pour l'essentiel, donc, c'est des grèves étudiantes qui ont surtout porté sur les questions d'accessibilité à l'éducation, en particulier les enjeux d'aide financière aux études et de frais de scolarité. Ça a eu des répercussions importantes pour garder les frais de scolarité bas au Québec. La grève de 2012 s'inscrit dans cette tradition-là. C'était un référent en 2012 quand on parlait de la mobilisation, quand on invitait les étudiants et étudiantes à faire la grève, parce qu'évidemment, il n'y a pas comme on disait à l'époque, on ne naît pas pour la grève, on le devient. Enfin, un mauvais pastiche de Simone de Beauvoir. Ce qu'on essayait de rappeler, c'est qu'il y avait une tradition de grève au Québec et qui avait fonctionné, qui avait eu des effets et qu'on pouvait s'inscrire dans cette histoire-là et nous aussi répéter ces victoires-là. Donc, ça, c'était important. Puis peut-être la dernière chose à dire, parce que je ne veux pas prendre tout le temps, mais peut-être la dernière chose à dire dans cette filiation-là, je pense que 2012 s'inscrit beaucoup dans la lignée de la grève de 2005. Je pense qu'on peut le voir à travers ne serait-ce que la présence aujourd'hui de Jawad et de moi, par exemple. Il y a beaucoup de militants et militantes qui étaient très impliqués en 2012, qui étaient déjà impliqués ou qui ont commencé à s'impliquer autour de 2005. Et donc, il y a eu une filiation biographique. Donc, évidemment, il y avait une filiation organisationnelle avec l'AC qui était déjà existante depuis 2001. Mais il y a aussi des gens qui ont suivi cette organisation-là, qui se sont politisés beaucoup à travers cette organisation-là et qui ont suivi cette organisation-là jusqu'en 2012 et même après. Et donc, ça, je pense que ça a eu, c'est assez important à la fois pour c'était important pour l'organisation qui était l'AC, pour la stratégie qu'a développée l'AC pour la grève étudiante de 2012. Pour comment dire, ce qu'on pourrait dire, il y avait une forme d'accumulation de savoirs pratiques et théoriques qui ont été très, très précieux au contre-pouvoir qui a réussi à construire l'AC en 2012. Donc, voilà. Dimitri, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, donc moi je veux parler de la perspective de l'Outaouais. Donc à Gatineau, à l'UQO, on n'a pas véritablement de tradition de grève étudiante. Et la grève étudiante chez nous a été une des plus longues. Hein. Elle a duré 6 mois, elle a duré jusqu'en septembre. C'est une des grèves les plus longues de ce mouvement-là. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que même si c'est une région qui est traditionnellement libérale conservatrice, il y a quand même une tradition de mouvements sociaux à Gatineau et à Hull. Et comme le disait Arnaud, on a utilisé pendant cette grève étudiante une connaissance théorique et pratique qui était fort utile. Il faut aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu quelques cas quand même de répression assez graves à l'UQO. On a eu mon collègue Thibault Martin qui s'est fait arrêter à 1 mètre devant moi
par 7 policiers devant son bureau et qui s'est fait tirer dehors. Ça a circulé dans tous les médias locaux. Donc, il y a eu, même s'il n'y avait pas de tradition de mouvement étudiant, de grève étudiante, mis à part des choses très ponctuelles, je pense que ce qui a joué en faveur, du moins, d'une grève très très longue de 6 mois à l'UQO, c'est la répression assez violente de la part de l'administration de notre université, mais également, comme le disait Arnaud, le tissage avec des connaissances dans les mouvements citoyens de mobilisation contre la pauvreté, par exemple à Gatineau et à Hull. Je pourrais Vous prendre voulez ajouter autre chose? OK, Jawad. Ça ne va pas être long. En fait, c'est juste pour ajouter sur la question du rapport avec la grève étudiante, notamment de 2005, je suis d'accord avec Arnaud, qui est central dans la planification de la grève étudiante en 2012 et qui a été aussi une sorte de, comment dire, un blocage dans le sens où l'imaginaire qu'on avait de ce que pourrait être une grève étudiante, la grève de 2005 avait été la plus importante dans l'histoire du Québec. Et en fait, on n'avait pas d'imagination au-delà de ce que ça pouvait être. Et je pense qu'un des éléments qui a été les plus intéressants et importants de la grève de 2012, c'est le débordement qu'il y a eu après. Et c'est que malgré toute la planification qu'on avait en tête, qu'on pensait en fait que la grève étudiante allait finir le 22 mars. Et qu'il allait y avoir une entente avec le gouvernement, qui allait être arabé. Et tous les comités de la CIC, que ce soit le comité maintien et élargissement de la grève, des comités qui organisaient des actions, il n'y avait aucun plan d'action clair de constituer pour le mois d'avril. Et je pense que ça montre comment le passé informe le présent et comment des fois aussi le présent peut apporter à dépasser les traditions de grève. Et je pense que ça s'est vraiment passé autour du 22 mars, ce moment-là où on est passé à autre chose qu'une grève strictement étudiante. L'autre élément, je pense, qui est important, c'est que, disons, entre 2005 et 2012, ces 7 ans qui se sont passés, oui, il y a eu ce rapport traditionnel à la grève qui a permis que la grève étudiante en 2012 se passe, mais il y a eu aussi ce qu'on pourrait appeler une certaine gymnastique de la grève, c'est-à-dire un entraînement où à chaque année, entre 2005 et 2012, il y avait au moins une journée de grève. Donc, une pratique qui a été faite avec des manifestations nationales à chaque année, ce qui faisait en sorte qu'en 2012, quand les gens ont commencé la grève, ce n'était pas quelque chose qui était hors de leur imaginaire. Peut-être une grève qui dure des mois, c'était hors de leur imaginaire, mais le fait d'être en assemblée générale, voter de débrayer, faire des lignes de pitage, obliger les administrations à annuler des journées de cours, c'était quelque chose qui se passait à chaque année. Et donc, chaque étudiant et étudiante qui arrivait avait cette expérience-là et pouvait la reproduire par la suite, tout en ayant l'imaginaire et la mémoire historique qui étaient transmis par la CIC mouvement étudiant. Il y avait des camps, à chaque année, il y avait des camps de formation, il y avait des ateliers sur l'histoire du mouvement étudiant depuis les années 60 qui permettaient aux étudiants et étudiantes qui étaient militants, qui regroupaient une centaine de personnes, de prendre conscience justement de cette historicité. Et je pense justement là-dedans, ça permet de comprendre comment il y a une transmission des pratiques et au-delà des institutions et malgré la non-reconnaissance de l'État des grèves étudiantes. Et je pense que c'est ça qui est important sur la grève de 2012, c'est que la pratique de la grève n'est pas légale, n'a jamais été légalisée et a existé par une sorte de pratique, une sorte de droit coutumier, que la coutume de la grève faisait exister justement cette capacité-là à agir, à bloquer les cours sans que l'État l'accepte nécessairement. Camille, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien, il y a eu cette transmission-là de savoir-faire, si on veut, mais je dirais aussi qu'il y a des militants et des militantes qui se sont côtoyés. Je pense que 2012, il faut le voir dans le cadre d'une longue mobilisation, d'un long moment qui commence peut-être avec le sommet des Amériques là, en 2001, où est-ce qu'il y a une génération de militants, militantes, pas nécessairement par rapport à l'âge, mais mettons une cohorte de militants, militantes qui est formée à partir du sommet des Amériques. Après ça, il y a différents moments. Il y a la grève de 2005, il y a le G20 à Toronto en 2010, il y a les grèves ponctuelles, comme tu l'as nommé, Jawad. Mais la continuité de ces luttes-là fait en sorte que des militants et militantes se côtoient. Puis je me souviens qu'en 2012, puis dans les mois ou mettons, 2 ans qui ont précédé 2012 pour préparer la grève,
on côtoyait aussi des militants militantes qui étaient passés par le mouvement étudiant avant, qui maintenant étaient dans le milieu communautaire, étaient dans les syndicats. Puis il y a eu, on pourra en reparler plus tard, là, mais beaucoup de travail aussi en coalition. Euh, euh, donc, tu sais, il y avait je pense à des groupes comme le Frappru, je pense à des groupes comme en tout cas, j'ai un blanc, mais peu importe. Mais bref, il y a toute cette cohabitation-là entre militants et militantes de différentes générations, puis avec différentes expériences de lutte. Puis ces gens-là aussi, ça a été des alliés sur lesquels on a pu compter en 2012 au moment de la grève. Si je peux juste ajouter Oui, un autre oui. exemple dans ce sens-là, pour en avoir discuté avec ma sœur qui était prof de sociologie à l'époque. Il y a eu Prof contre la hausse qui a été d'un appui assez inconditionnel et très, très important dès le début de la grève, puis qui était en bonne partie animé par beaucoup de profs et d'enseignants qui étaient passés par l'AC, qui étaient passés par le Sommet des Amériques. Puis ça s'est vu aussi dans l'inspiration des formes d'organisation qui se sont données, donc assez horizontales et plutôt auto-organisées ou autonomistes, disons, dans l'inspiration. Je pense que oui, ça fait partie de cette filiation, puis ça a donné un mouvement. Ça rajoute à cet exemple du Frappru et d'autres. Voilà. Merci beaucoup de ces réponses fascinantes, même si je ne vous avais pas préparé pour cette question. J'apprécie énormément. Alors, la prochaine question qui est préparée d'avance, ça porte sur... Alors, Jawad en a parlé un peu ici de la façon dans laquelle la grève a débordé un peu. Et là, je pense de façon même plus élargie à la question du débordement et penser un peu à la question de l'impact plus au long terme. Alors, les répercussions les plus significatives des mobilisations du printemps de 2012 maintenant avec 10 ans qui se sont écoulés. Je peux commencer. Je trouvais que c'était la question la plus complexe à réfléchir et la plus dure à répondre. J'ai l'impression que la réponse, et j'en ai parlé avec plusieurs camarades, la réponse je pense, qui va être partagée par tout le monde, c'est que ça a transformé les gens. Je pense que l'impact principal de la grève étudiante de 2012, c'est qu'il y a des gens qui ont pris conscience, en fait, de leur capacité à être un acteur de transformation sociale, à pouvoir se dire qu'il y a la capacité d'agir et de transformer des décisions d'État. Il y a la capacité à de faire quelque chose une journée, le lendemain, d'être partout dans les journaux. Il y a quelque chose dans cette force et cette puissance collective-là, je pense, qui a été découverte, oui, par les militants militantes de longue date, mais par des milliers de personnes, qui a été assez majeure et qui va marquer encore, je pense, la génération qui a vécu ce moment-là. La génération étudiante, mais aussi des gens qui n'étaient pas étudiants et étudiantes, mais qui ont participé dans le mouvement des casseroles, dans les manifs de soir, et qu'il y a quelque chose justement à ce niveau-là, au niveau de l'expérience, qui était majeur. L'autre élément qui est lié en même temps, c'est que ces personnes-là qui ont été transformées par l'événement vont par la suite aussi rejoindre des organisations et donner une nouvelle teinte à ces organisations. On peut le voir dans le milieu communautaire, dans le milieu syndical, et vraiment, et qui arrivent avec une autre culture politique et organisationnelle et qui peuvent bousculer des manières de faire qui étaient un peu, je sais pas comment dire, un peu vieillottes de certaines organisations. Et c'est dur. En ce moment, on voit que dans certains syndicats, par exemple, il y a des luttes de ligne entre une nouvelle génération qui veut transformer les manières de faire, rendre plus démocratiques les décisions, assumer des positions plus combatives. On peut le voir aussi dans le mouvement féministe. Et je pense que c'était quand même, tu sais, on a beaucoup parlé de MeToo qui s'est passé en 2015, mais ça s'est passé dans le mouvement étudiant tout de suite après la grève par des groupes autonomes féministes qui l'ont fait. Fait il y a quelque chose, je pense, qui a marqué et qui a transformé des manières de faire dans plusieurs luttes sociales et pas juste étudiantes. Et je vais laisser mes camarades continuer.
qui veut aller prochain. Je peux poursuivre. OK. Ben, moi aussi, j'avais noté justement ce moment-là comme extrêmement formateur, puis de se rendre compte qu'on pouvait accomplir beaucoup de choses en se mobilisant avec des gens. Puis, ça n'a pas nécessairement été une politisation massive parce que beaucoup de gens étaient déjà politisés avant, mais effectivement, comme Jawad, tu l'as mentionné, c'est beaucoup par rapport à la capacité d'agir. Puis de réaliser aussi le potentiel de désobéissance. Il y a eu beaucoup d'actions qui étaient très offensives là, en 2012, qui n'étaient pas organisées par les associations étudiantes nationales. Il y a eu beaucoup d'auto-organisations, dont des gens pour qui c'était les premières expériences. Mais il y a eu énormément de blocages en 2012, blocage de ponts, blocage de banques, beaucoup d'actions régionales aussi. Puis, je crois que ça montrait aussi le potentiel d'un mouvement social qui, oui, est parti des associations étudiantes nationales, mais qu'après ça avait une certaine liberté, puis était même imprévisible là, pour le gouvernement, c'est-à-dire que ça devenait complètement hors de contrôle, puis pratiquement. Puis en termes de politisation, de conscientisation, effectivement, je pense que sur les enjeux féministes, c'est non négligeable. Mais ça s'est fait parfois de façon extrêmement difficile et douloureuse là, parce que c'était d'une part le constat que même dans des associations étudiantes, il n'y avait pas nécessairement de place pour les revendications et les pratiques féministes. Il y avait encore beaucoup de sexisme de la part de militants parfois. Puis d'autre part, ça a été effectivement tous les mouvements de dénonciation d'agressions sexuelles dans le mouvement étudiant qui est arrivé à partir de l'automne 2012. Il y en a eu un second à l'automne 2013. Donc, ça a été des constats qui ont été assez difficiles, mais qui ont quand même mis de l'avant la nécessité de s'organiser entre féministes, puis d'avoir des espaces pour réfléchir aux notions de consentement, aux notions de harcèlement sexuel, etc. Donc, ça a été malgré tout bien pour ça. Puis, finalement, une répercussion qui est non négligeable, finalement, c'est de pousser le gouvernement libéral dans ses derniers retranchements où, après une loi spéciale que personne ne respecte, ben là, il déclenche des élections finalement parce qu'il est mis face à un cul-de-sac, parce qu'il refuse toujours de négocier avec le mouvement étudiant. Mais en même temps, et on pourra en reparler, mais les élections, ça a été vraiment un éteignoir pour notre mobilisation. Puis on ne l'avait pas prévu du tout non plus là, que ça pouvait arriver, mais c'est ça a un peu ça a un peu mis fin finalement au mouvement de 2012, ces élections-là. Mais bon, en termes de mobilisation, c'est quand même non négligeable là, d'être parvenu à pousser le gouvernement à démissionner pratiquement. Effectivement, je ne peux pas penser à autre mouvement étudiant, surtout en Amérique du Nord, qui en a fait autant. Alors, c'est sans doute non négligeable. Dimitri, tu vas aller en prochain? Oui, alors en fait, je voulais dire pas mal déjà ce qui a été dit, mais je voudrais rajouter et être plus précis au point de vue organisationnel, je pense que ça a laissé un bagage au sein du mouvement étudiant dans notre université et en Outaouais, aussi dans les cégeps, c'est le fonctionnement des assemblées. Et ça a une incidence sur la vie syndicale étudiante qui est quelque chose qui est remarquable et qui est encore actuellement présent sans que les personnes soient capables de préciser d'où viennent ces connaissances pour gérer les assemblées, gérer des discussions collectives et d'organiser un mouvement. Ça, chez nous, en tout cas à l'UQO et en Outaouais, ça reste toujours. Et du point de vue du corps professoral aussi, je peux vous assurer, la grève étudiante de 2012 a laissé un bagage très, très important au point de vue de la vie syndicale du corps professoral. S'il n'y avait pas eu la grève étudiante, on n'aurait pas eu un mouvement syndical tel qu'il est maintenant au sein du corps professoral, qui est un mouvement très militant. On avait un syndicat avant qui était un syndicat de shop, où
les présidences des syndicats allaient manger avec le rectorat et puis faisaient des blagues. Maintenant, on a depuis 10 ans, puis j'y ai contribué en partie, on a un syndicat qui est un syndicat militant, un syndicat politique, qui est un syndicat qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et est un syndicat qui a émergé de cette grève étudiante. Merci Dimitri. Arnaud, as-tu des réflexions à partager ou on peut passer Oui, à d'autres questions? il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que la première chose à dire, pour commencer par des choses qui n'ont pas été soulignées, c'est que sur la question des frais de scolarité, la grève a annulé la hausse, puis ensuite la hausse des frais de scolarité a été radicalement ralentie. Donc, je pense que c'est très important à rappeler. Les frais de scolarité auraient été beaucoup plus élevés s'il n'y avait pas eu cette grève-là. Il y a eu également des améliorations à l'aide financière aux études qui ont été concédées pendant la grève. On sait que, vous vous rappelez, il n'y a pas eu de négociation réelle pendant la grève, mais le gouvernement a fait des concessions sur l'aide financière aux études pendant la grève. Ces concessions-là ont été maintenues par le gouvernement du Parti québécois par la suite. Donc ça a permis à tout le moins si ce n'est pas d'améliorer la condition étudiante, à tout le moins d'éviter qu'elle se dégrade davantage. Donc ça, je pense que c'est très important quand même de le souligner. C'est une grève qui, certes, n'a pas permis d'atteindre le gel comme l'aurait voulu la très grande partie du mouvement, qui était quand même l'objectif stratégique disons, premier après la gratuité scolaire, mais il a ralenti la hausse des frais de scolarité. Aussi, je pense que dans une perspective internationale, comme on l'a souligné tout à l'heure, à ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements sociaux qui ont réussi à faire reculer des politiques d'austérité en Occident. Donc ça, je pense que c'est quand même assez majeur. Puis ça, je pense que ça rend compte aussi du degré d'importance qu'avait cette politique-là pour le gouvernement libéral de Jean Charest à l'époque. Il ne voulait pas être, disons, les parias des politiques d'austérité à l'international. Et je pense que ça témoigne aussi de pourquoi il pouvait être aussi tenace face à cette question-là. C'est parce que ça se jouait aussi sur une scène qui dépassait le Québec également. Puis, dernier mot aussi, mais je partage tout à fait toutes les remarques qui ont été soulignées auparavant par les camarades sur le panel. Il y a une très grande politisation de toute une génération avec beaucoup de gens qui maintenant s'impliquent beaucoup dans les syndicats, s'impliquent beaucoup dans le milieu communautaire, s'impliquent beaucoup à Québec solidaire également, et qui apportent avec eux, en effet, comme le disait Jawad, beaucoup de leur culture organisationnelle, leur savoir-faire pratique. On peut, en effet, comme disait Dimitri, il y a des savoir-faire importants sur la tenue des assemblées, la tenue des réunions. Il y a tellement de réunions dans le mouvement étudiant, il y en a eu tellement que ça finit par travailler des pratiques qui favorisent la discussion collective et je pense que c'est des savoir-faire qui se sont transmis, importants. Si je peux ajouter mon grain de sel à cette question-là, je pense qu'un des éléments qui est resté et qui fait partie du bagage de cette génération qui a été une partie qui a été politisée à travers 2012. Il y en a qui l'étaient avant, qui ont juste continué leur engagement, et d'autres qui se sont politisés avec 2012, on le sait. C'est cette question-là d'assumer le conflit. Je pense que la question de l'idée que le conflit à la fois social et à la fois politique à travers nos assemblées doit avoir sa place et on doit le reconnaître comme pas quelque chose qu'on doit évacuer, mais assumer et prendre, puis il y a différentes, en fonction des contextes, il y a différentes façons comment dire, de réagir, puis de dealer, je ne trouve pas mes mots, avec le conflit. Évidemment que quand on assume un conflit en Assemblée générale, ce n'est pas la même chose qu'assumer le conflit face au gouvernement libéral. Mais ceci étant dit, je pense qu'à travers la mobilisation étudiante, puis c'était beaucoup un discours qui était porté, puis une réflexion qui était portée au sein de l'AC, il y avait l'idée qu'il faut reconnaître que nos rapports politiques doivent assumer une part de conflit, puis que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit évacuer, mais plutôt qu'on doit prendre en charge, puis que c'est comme ça qu'on fait avancer à la fois des causes sociales, puis qu'on fait avancer aussi le débat politique à l'intérieur de nos organisations. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie des militants et militantes qui ont continué à s'impliquer portent encore cette idée-là, du moins, et
et assument à l'intérieur de leur organisation que cette partie-là de la vie politique est importante et qu'on ne doit pas tenter de l'évacuer ou de la taire. Merci d'avoir répondu à cette question, même si vous la trouviez plus difficile ou complexe, ou disons que si les réponses étaient multiples, c'est vraiment super intéressant de vous entendre là-dessus. Je transitionne maintenant vers une question un peu plus de rétrospective. Donc, maintenant qu'on en est 10 ans plus tard, rétrospective et personnelle finalement. Donc, disons, maintenant qu'on est 10 ans plus tard, quelle nouvelle perspective avez-vous sur la grève de 2012? Qu'est-ce que ces 10 ans-là de distance vous permettent en termes de réflexion sur soit le mouvement comme tel ou votre propre expérience personnelle? Là, je suis ouverte à vous entendre à ce niveau-là et curieuse aussi. Si la question précédente était difficile, celle-là était moins effervescente. Vas-y, Oui, Joël. oui. Je peux peut-être essayer de commencer. Moi, j'ai été marqué beaucoup par les années qui ont suivi la grève de 2012, par la question de l'émergence du nationalisme identitaire au Québec. Et que ça a été un des produits, notamment de la victoire du Parti québécois à la suite de la grève étudiante, le dépôt de la Charte des valeurs. Et quand je réfléchis à la grève de 2012, je pense aux deux aspects, en fait, qui étaient centraux au niveau politique dans la manière dont on pensait à la lutte contre la hausse des frais de scolarité. Il y avait un aspect qui était contre la marchandisation de l'éducation, dans une perspective critique, justement, de l'université marchande, c'est ça, une perspective quasi anticapitaliste sur la question des connaissances, du savoir. Mais il y avait aussi un aspect, et je pense qui était central et qu'il ne faut pas nier, qui était nationaliste, qui était lié à la question du mythe de la Révolution tranquille, du Québec qui arrivait en fait dans la modernité avec les universités, avec le discours de 1960, s'instruire, c'est s'enrichir. Et une question en fait aussi de survivance culturelle qui était liée à l'université et ce que ça voulait dire. Ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a amené des angles morts à plusieurs niveaux pendant la lutte étudiante. Je pense qu'on n'avait pas conscience. Je donnerai deux exemples plus précis là-dessus. La question coloniale, dans les premiers temps, et extractiviste. Un des événements conflictuels les plus importants qui s'est passé en 2012, c'est l'émeute qui s'est passée au Salon du Plan Nord, et lors de laquelle les étudiants, le Salon du Plan Nord, qui est un événement lors desquels des minières d'un peu partout dans le monde venaient rencontrer Jean Charest pour, en fait, aller ouvrir un nouveau projet extractiviste dans les minières du Nord. Le discours du mouvement étudiant, jusqu'à ce moment-là, intégrait en fait la question extractiviste comme une solution pour la gratuité scolaire. Je me rappelle une des entrevues les plus importantes de la grève, à Tout le monde en parle, Gabriel Nadeau-Dubois, qui propose en fait de financer la gratuité scolaire en nationalisant les mines. Et là, il y a toute la question de c'est quoi le territoire, c'est quoi les mines, et c'était déjà présent dans l'argumentaire qu'on donnait aux étudiants et étudiantes avant la grève, pour dire que c'était possible justement de payer la gratuité scolaire, il suffit de nationaliser des mines. Et ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que le colonialisme, qu'est-ce que le territoire, comment on veut entrer en relation, est-ce qu'on veut payer la gratuité scolaire en allant faire des mines un peu partout sur le territoire du Nord québécois. Le deuxième élément qui se passait aussi lors du Salon du Plan Nord, c'est que alors qu'il y avait les manifestations étudiantes, qu'il y avait une convergence avec les mouvements écologistes, il y avait aussi, je pense, une vingtaine de femmes inoues qui avaient marché depuis un mois de la Côte-Nord pour dénoncer le Salon du Plan Nord. Et il n'y a jamais eu de rencontre entre le mouvement étudiant et ces femmes inoues. Je pense qu'aujourd'hui, avec le discours sur la question coloniale et la colonialité de l'État canadien, j'espère que ça serait passé différemment. Mais ça me semble quand même des exemples d'angles morts qu'on avait à l'époque. Et peut-être le dernier exemple, c'est sur la question, en fait, de la résolution de la grève qui s'est fait notamment, encore une fois, en fait, par la hausse des frais de scolarité des étudiants et étudiantes internationales et ce qui a suivi, en fait. Et je pense que là-dessus, on peut voir, en fait, que on est prêt à marchandiser pour les étudiants et étudiantes internationales à l'université, mais que pour défendre en fait les droits acquis des Québécois et Québécoises, il n'y avait pas de problème. Et je pense qu'à ce moment-là, on voit une rupture entre les deux lignes en fait, qui étaient présentes dans le mouvement étudiant, une ligne qui était contre la marchandisation de l'éducation et une ligne qui était nationaliste. Donc,
c'est les éléments et je pense que l'émergence du nationalisme identitaire a permis, je pense, à beaucoup de gens progressistes qui étaient dans le mouvement étudiant d'avoir une perspective beaucoup plus critique, en fait, du discours nationaliste québécois, alors qu'à l'époque, il y avait encore une forme d'union sacrée dans la gauche québécoise qui était présente et un certain respect, en fait, du discours indépendantiste sur ces enjeux-là. Des points vraiment intéressants, Jawad. Merci de cette discussion. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait soit répondre à Jawad ou répondre à la question directement? Moi, je voudrais répondre à Jawad. Je suis d'accord qu'on doit faire le lien avec, bon, il y a eu l'élection du Parti québécois et puis ça a été suivi par la CAQ. Et puis je pense qu'avec quelques années de plus de recul, on va pouvoir réfléchir à certaines dimensions que tu indiques, Jawad, comme par exemple le nationalisme qui était important comme élément d'accès à l'éducation, comme élément de construction de la nation québécoise. Et puis nous, en Outaouais, c'est ce qu'on voit, hein, l'UQO a été créé pour donner accès à l'éducation en région, dans une région qui est une région, comme toutes les régions du Québec, qui sont des régions colonisées. Et donc ça, c'est un élément important. Mais je voudrais faire quand même un petit addendum, Jawad. Je pense que je serais très intéressé à savoir si quelqu'un sur le panel a un avis là-dessus, mais il y a un lien à faire avec le mouvement I Don't Know More et ce qui s'est passé à Montréal, entre autres, qui, à mon avis, je ne sais pas si le mot est adéquat, mais qui a surfé sur la vague, ou du moins a utilisé le momentum pour être plus respectueux de ce mouvement-là, donc de dire qu'il y a eu un momentum, et je pense que de faire que la voix des Premières Nations et des personnes autochtones au Québec se soit fait entendre par des personnes jeunes de comment dire, de cette couche démographique qui est celle principalement concernée par les études universitaires, je pense que c'est pas anodin. Je ne peux pas vous dire quels peuvent être les liens entre ces mouvements-là, mais je pense que, même si je suis 100% d'accord avec toi, Jawad, qu'il y a un élément de colonisation sur la question des ressources, etc., je l'avais noté comme toi, mais je pense qu'on peut voir aussi quand même un lien avec une affirmation des jeunes autochtones au Québec. Donc, c'est ce que je voulais rajouter en réponse à Jawad. Ah, je peux y aller. Arnaud, voulais-tu y aller? Ben, oui, comme ça, je ne terminerai pas, je n'aurai pas le dernier mot. J'avoue que c'est une question qui m'est difficile parce que on dirait que c'est difficile de faire ce bilan-là. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé intéressant ce que disait Jawad sur et je pense en bonne partie, je trouve que Jawad a raison sur cette filiation du mythe de la Révolution tranquille puis on peut le voir dans 2012 à travers une diversité d'iconographie, de discours qui portaient ce discours-là. Et je pense qu'il y avait une certaine valeur, mais en effet, qui a certains angles morts, notamment sur la question coloniale, la question autochtone, la question aussi la question du racisme systémique ou du racisme était très peu, voire jamais abordé. Je pense que ça s'est beaucoup remarqué aussi dans les implications. Le mouvement étudiant, et puis ça s'est remarqué par la suite, ça a été des critiques qui ont été faites, entre autres à l'AC. Le mouvement étudiant était quand même un mouvement assez blanc, là, pour dire les choses clairement. Et je pense que ce n'est pas étranger au fait que, à cette idée-là, à une partie de cette filiation-là, avec une histoire nationale qui est liée à la quête d'émancipation, qui passe entre autres par l'émancipation par l'éducation. Si je peux ajouter un grain de sel, je pense que ce qui est de particulier de regarder ça 10 ans après, c'est que une des principales organisations qui était à l'origine de cette grève, l'AC, est aujourd'hui donc dissoute depuis 2019. Et de se retrouver dans un paysage politique, dans le mouvement étudiant, un peu, disons, en termes organisationnels, qui est un peu désert. C'est assez troublant. Puis en fait, il y a comme une espèce il y a une sorte de dissonance cognitive parce que à la fois, il y a des capacités de mobilisation qui sont extrêmement
sont à disposition. Puis, on l'a vu, par exemple, en 2019 avec cette grève sur le climat le 29 septembre, 27 septembre 2019, qui a démarré au quart de tour, puis qui laissait entrevoir un potentiel de mobilisation très, très vaste. Et je pense que cette grève climatique-là, ça me semble être une répercussion aussi importante de 2012. Disons, il y a une filiation très claire. Puis je le dis pour en avoir aussi parlé avec des jeunes secondaires, des jeunes des cégeps, des universités, qui ont été très inspirés par le printemps érable et qui sont encore très inspirés par le printemps érable et qui veulent poursuivre cette aventure-là à travers finalement leur mobilisation pour les grèves climatiques. Donc, je pense qu'il y a une filiation là qui est intéressante, mais en même temps, il y a un vide organisationnel qui est assez troublant. Donc, puis dans les organisations qui restent comme l'UEC et la FEC, on se rend compte que bon, il y a un peu, disons, en termes politiques, il y a peu d'interventions fortes et on est même sur la question, on lisait dans le Devoir, par exemple, que sur la question de l'éducation, leur position n'était même pas claire sur la question des frais de scolarité. Donc, ça me semblait complètement fou de penser que la question était un peu absente. Je pense que, pour dire un dernier mot, ce qui reste quand même inspirant, c'est de voir, en tout cas dans toute la rétrospective qu'on a pu voir dans les médias, et à travers le discours d'une bonne partie des jeunes qui sont engagés aujourd'hui, c'est quand même cette idée que 2012 était quelque chose d'inspirant qui vaut la peine d'être reproduit. Et ça, c'est bon, je pense que c'est quelque chose dont on n'avait pas, évidemment, dont j'étais pas du tout sûr encore avant de le voir se manifester. Je me demandais qu'est-ce qui allait rester de 2012. Est-ce qu'on allait dire, ben, finalement, les étudiants et étudiantes ont tout fait ça pour rien, ou c'était un mouvement violent comme les médias ont tenté de le dépeindre, ou bon, bref, toutes les controverses qu'il y a pu y avoir sur ce mouvement de grève. Mais finalement, je pense que ce qui en ressort beaucoup, c'est quelque chose de relativement positif dans l'imaginaire collectif. Et pour ce qui est de la question des frais de scolarité, du moins pour les nationaux, pour reprendre la réflexion de Jawad, ben, la question est relativement, disons, est liée et fixée à l'indexation. Puis la question est relativement close, du moins on n'en a plus entendu reparler dans le débat politique de tentatives de hausse jusqu'à très récemment. Donc, ça me semble être quand même marquant des 10 dernières années. Oui, ben, je partage plusieurs des réflexions là, qui ont été partagées. Effectivement, les enjeux liés au colonialisme et au racisme ont été pratiquement absents des revendications. Puis, il faut dire aussi qu'il y a eu plusieurs conflits à l'interne à l'AC et à la classe ensuite entre parfois l'exécutif, certains comités et le comité femmes qui a démissionné en bloc dans les semaines précédant la grève, il me semble, si ma mémoire est bonne. Des conflits aussi avec le comité aux luttes sociales où il y avait plus de personnes racisées qui étaient présentes que dans le reste de l'AC, disons. Puis, il y a eu une marginalisation un peu de ces enjeux-là qui était mis de l'avant par le comité femmes puis le comité aux luttes sociales. Une secondarisation de ces luttes-là, quelque part, versus la lutte principale qui était celle contre la hausse des frais de scolarité ou pour la gratuité scolaire. Les enjeux queer étaient absents là, à l'époque. Puis il y a eu aussi des conflits avec le comité femmes de l'AC dans les années qui ont suivi sur l'inclusion de femmes trans dans le comité femmes. Donc, il y a eu certains conflits qui n'ont pas été résolus ou qui n'ont pas été adressés ou que. Puis, je pense qu'aussi sur le plan organisationnel, l'AC, avant que ce soit la classe en 2012, avait réuni des associations étudiantes qui avaient une certaine cohésion sur le plan politique, puis ça l'a grossi pour devenir la classe. Puis par la suite, une fois la grève terminée, plusieurs de ces associations qui avaient rejoint temporairement sont devenues membres de l'AC. Donc, ça a beaucoup grossi, puis la cohésion qu'il y avait finalement n'a pas tenu après 2012
parce qu'il y avait trop de disparités politiques, autant dans les positions que dans les pratiques démocratiques entre ces associations étudiantes-là. Donc, je pense que d'un côté, le fait que l'AC est trop grossi pendant et après 2012, ça a peut-être rendu difficile l'organisation politique. Je ne sais pas comment dire, là, mais la suite, la pérennité un peu de cette organisation-là. Une autre chose aussi un autre regard que je pose sur 2012 par après, c'est que c'est notamment la lutte des CUTE là, en 2018, puis un peu après, sur la rémunération des stages, donc les comités unitaires sur le travail étudiant. Donc, une des critiques que cette mobilisation-là a mis de l'avant par rapport à 2012, c'est que 2012, c'était beaucoup centré sur un idéal du savoir émancipatoire, c'est-à-dire que l'étudiant, par amour de la connaissance, va aller étudier dans une discipline, que l'éducation ne doit pas être marginalisée, tarifée, pardon. Et puis ça reposait sur un certain idéal humaniste de ce que c'était l'éducation, alors qu'on est quand même dans une éducation, dans un contexte capitaliste, puis il reste que des personnes qui étudient pour se former, pour occuper un emploi, pour survivre. Puis ces personnes-là ont un peu été mises de côté dans cet idéal-là de l'éducation comme savoir émancipatoire. Donc, cette mobilisation-là pour la rémunération des stages a, selon moi, plus habilement mis de l'avant la dimension capitaliste de l'éducation, puis notamment le fait que ce que les étudiants et étudiantes font, c'est un travail, puis qu'il y a une continuité entre la gratuité du travail étudiant puis les différentes formes d'appropriation du travail une fois sur le marché de l'emploi. Je drift un peu, mais c'est ça, tout ça pour dire qu'il y a eu différentes formes d'invisibilisation tout au long du conflit, puis qu'aujourd'hui, avec des perspectives politiques qui sont peut-être plus sensibles aux enjeux liés au racisme, au colonialisme, puis au féminisme, bien, on porte un regard différent sur 2012. Bon, merci, c'est des réponses fascinantes et on a tellement de questions. Mais il ne nous reste que même moins de 20 minutes en ce moment. Alors, peut-être qu'on va donner l'opportunité aux membres de l'auditoire de poser des questions. Moi, j'en ai beaucoup, mais je pense... alors, il y en a un. Et je vous demande si vous avez des problèmes d'Internet, quoi que ce soit, pour aider les interprètes, c'est vraiment important d'avoir une bonne qualité de sonore. Alors, si vous avez quoi que ce soit du côté problème Internet, vous pouvez juste écrire vos questions dans le chat, mais à part ça, on peut essayer. Alors, je vois Sam. Sam, désolé. Oh. On ne vous entend pas. Oui, bon, c'est mieux. Oui, j'ai quelques commentaires et je vais terminer avec quelques petites questions. D'abord, mon propre implication dans le mouvement étudiant, c'était d'une autre génération. Dans la fin des années 60, j'étais assez impliqué dans la grève en Sciences Po à McGill et dans la manif de McGill français. Mais j'ai suivi avec grand intérêt le mouvement étudiant depuis. En 2012, j'avais le bonheur de travailler pour le ministère de l'Éducation et depuis l'été de 2011, devant la rue Fulham à Montréal, il y avait un encampement, des tentes, l'avant-grève et il y avait des étudiants qui ont distribué des tracts presque tous les jours à les fonctionnaires qui entrent dans l'édifice. Pour ceux qui s'intéressaient, on était capable de suivre ça. En pensant à des questions d'héritage, moi j'avais 3 observations ou 3 questions. Une, c'était sur l'impact sur les étudiants après. Et Joël a fait des références à ça. Moi, depuis ma retraite, je prends des cours comme étudiant libre, souvent à Concordia, et à peu près 4-5 années après 2012, j'ai pris un cours
dans le School of Community and Public Affairs à Concordia, d'où les étudiants ne sont pas les plus nuiseux. Et j'étais surpris qu'il y avait presque personne savait c'était quoi le printemps érable. Les étudiants qui étaient là, qui s'intéressaient à des questions sociales, à part de savoir que ça touchait les frais de scolarité, toutes les autres questions qui étaient soulevées, les questions de le rôle de l'éducation dans la société, le rôle des coopérations, le rôle du gouvernement, le rôle de l'éducation dans le social, c'est comme complètement perdu. Je vois même aujourd'hui maintenant dans le journal d'étudiants, au moins à Concordia, parce que c'est là où je continue de prendre des cours comme étudiant libre, qu'on discute beaucoup des questions identitaires. Les droits des trans, par exemple, ça fait les manchettes toutes les semaines, mais les autres questions sociales qui étaient soulevées par la classe en 2012, c'est presque complètement absent. Et je me demande si, comme héritage, les panélistes ou d'autres personnes dans la salle ont des commentaires. Ma deuxième question, c'était, je m'adresse peut-être... Peut-être pour assurer une plus grande participation, on peut prendre une question de chaque membre de l'auditoire. OK, très bien. OK, merci. Alors, on va prendre quelques autres questions et puis on va permettre aux intervenants et intervenantes de résumer à la fin, disons. Alors, je vois Émilie. Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez? OK. Merci, premièrement, merci énormément de ce panel. Ça a été vraiment super, super intéressant et c'est relativement rare que dans le contexte de notre colloque du Canadian Sociological Association, qu'on a des conversations en français. Et il nous manque ces discussions à travers contexte au Canada. C'est vraiment une belle opportunité de discuter. Sur ce thème, je me demande dans quelle mesure le mouvement du printemps érable a-t-il eu ou a cherché à avoir des répercussions au-delà du Québec, mais au sein du Canada? Vous avez beaucoup parlé dans vos commentaires de liens, soit discursifs ou en termes de réseau, entre ce mouvement et autres mouvements ou autres grèves à travers l'international, dans l'histoire. Mais je me demande, y avait-il des réverbérations autre part au Canada, soit à l'immédiat ou à travers le temps? Je suis à l'Université York, où, comme vous le savez probablement, on a souvent des grèves assez durables, en particulier de nos travailleurs syndiqués du SCFP, mais ces grèves n'ont pas vraiment transcendé le contexte de l'éducation pour encadrer un mouvement collectif plus large que vous avez décrit. Mais malgré le fait qu'on est aussi dans un contexte d'un gouvernement provincial qui aimerait bien restructurer l'éducation postsecondaire à partir d'une approche néolibérale, de l'université marchande, etc. Donc, je me demande, dans le mouvement, y avait-il une tentative de créer ces liens au restant du Canada, et y a-t-il eu des réverbations? Et sinon, quels en sont les obstacles? Merci. Et il y avait une autre question de Rustia, mais peut-être qu'elle est partie. Ou... Vous avez toujours une question? En fait, je suis toujours là. C'était plus un commentaire, donc en fait, j'hésitais parce que comme il n'y a pas beaucoup de temps. OK. On peut prendre votre commentaire et puis on peut passer à un résumé des intervenants et des intervenantes. OK. Alors, en fait, c'était plus le commentaire par rapport à la classe et l'AC, comment le contexte avait changé avec la classe, quand il y avait beaucoup plus d'associations qui sont adhérées avec la classe. Je pense qu'il y a, puis on parlait de comme cohésion, comme il y avait une cohésion entre l'AC au début. Je pense qu'on peut aussi parler d'homogénéité là-dedans, que ce n'était pas seulement une cohésion, que c'est ça, il y avait comme différents types d'homogénéité, puis je pense que l'aspect, il y avait l'ouverture de la classe, c'est certain, il y avait les associations qui se joignent, mais aussi comme les personnes comme moi qui étaient au comité de lutte sociale, puis on a aussi démissionné en bloc en 2013, début 2013 en fait. Donc,
c'est ça, il y avait comme les deux aspects, l'association étudiante et les individus qui sont plus joints dans la classe, ils ont vu la place dans la classe pour eux. Puis, c'est ça, donc souvent quand on parle de comment la classe est élargie, puis après ça, comme les choses sont démantelées en poids ou comme ça a été difficile, mais je pense qu'il faut amener ce challenge qui est venu avec cette un peu brisure d'homogénéité, puis comme les gens l'équipe nationale de la C était comme un peu challengée de comme, OK, comment on deal avec ça? Puis l'autre chose, je dirais vraiment de façon brève, c'est que question de Concordia, on a un autre panel qu'on parle tout de suite après celle-ci, à partir de 3 heures. Donc, peut-être ça va être répondu ici, sinon on va aborder cette question tantôt. Merci. Bon, alors il y a beaucoup de discuter ici, il ne nous reste que 10 minutes, mais alors si dans quelques minutes, vous pourrez résumer, essayer de répondre un peu à ces questions importantes. Et on commence avec Jawad. Oui, je vais essayer d'être succinct. Et pour la première question, j'ai l'impression, et je pense que ça va revenir à ce qu'on disait plus tôt, il y a quand même une différence, premièrement, entre les universités anglophones et francophones dans les pratiques étudiantes et dans le fait de faire des grèves étudiantes. Jusqu'en 2012, il y a très peu d'universités anglophones qui avaient la pratique de grève générale limitée. C'est arrivé notamment en 2012 et il y a eu toute une nouvelle série de militantes qui ont changé les manières de faire. Sur la question, j'essaye d'être rapide, sur la deuxième question de l'Université de York, il y a des liens directs entre les grèves qu'il y a eu à York et le mouvement étudiant québécois. Il y a plusieurs personnes qui étaient par exemple porte-parole du mouvement étudiant en 2005, qui sont allées à York, qui ont participé à la grève. Et même chose, après plusieurs allers-retours, ce qui faisait en sorte que le mouvement étudiant québécois était informé de ce qui se passait. La principale différence que je dirais, c'est la question que ce n'était pas des grèves qui étaient générales. Il n'y avait pas de possibilité de politisation au-delà du campus de York, tandis que la grève étudiante de 2012, comme les grèves étudiantes en général au Québec qui sont contre une politique gouvernementale, permettent de généraliser à plusieurs campus l'expérience. Et donc de passer d'un mouvement qui serait un mouvement syndical ou un mouvement de défense d'un statut particulier à quelque chose qui est plus politique. Donc, c'est contre une loi. Chaque campus peut prendre position et ça peut s'élargir au-delà comme une question politique qui touche même les gens qui ne sont pas des étudiants et étudiantes. Donc, et je vais essayer peut-être juste par rapport à la première question, un autre truc que j'avais écrit, c'est la question des cégeps. Quand je parlais de la gymnastique des grèves, plutôt, la plupart des étudiants et étudiantes qui rentrent à l'université dans les lieux francophones ont déjà fait des grèves à plusieurs reprises, ont participé à des assemblées générales dès leur cégep, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, en arrivant à l'université, ils ont déjà une pratique. Et je pense que, disons, à l'UQAM où j'étais, la plupart des militantes qui étaient organisés avaient déjà 4 ans d'expérience d'organisation politique dans le milieu étudiant, ce qui change vraiment quelque chose sur la capacité à s'organiser rapidement, à avoir des pratiques. Ouais, je vais finir là-dessus. Mais si je peux juste rebondir là-dessus, vraiment en une minute ou deux, nous, en Outaouais, c'est une région, comme vous le savez, limitrophe. Hein. On est à cheval sur la frontière ontarienne québécoise. Et puis, les différents syndicats étudiants et professorales de l'Université d'Ottawa nous soutenaient et venaient. Et quand il y a eu des mobilisations après, à l'Université d'Ottawa principalement, on y allait. Et puis, j'ai participé. En fait, ça a permis de développer une meilleure connaissance du mouvement syndical, professoral et étudiant au-delà de la frontière. Donc, les liens ont été très importants entre l'UQO, le cégep de l'Outaouais et puis l'Université d'Ottawa en 2012. Camille? Je ne veux pas trop répéter ce qui a été dit là, sur, c'est ça la question de l'héritage. Peut-être, je pense, la transmission de la langue, ça reste toujours un enjeu, là, même si la plupart des gens, on est bilingue.
il reste que c'est des barrières qui ont difficilement été franchies dans le mouvement étudiant. Puis, Rogidia, tu parlais d'homogénéité, c'est tout à fait vrai, là. Puis, je me rappelle, à la classe, par exemple, ou à l'AC, il y avait des associations étudiantes anglophones qui venaient, mais tous les débats se passaient en français. Puis, il y avait, je me rappelle même dans des moments informels, il n'y avait pas tant de partage ou de lien entre les groupes, les assos anglophones puis les associations, les gens francophones. Puis ça c'est resté une des lacunes, je pense aussi, là. Puis il y a eu quelques publications de journal Ultimatum en anglais, mais c'est resté très rare, en fait. Puis il y a eu peu de matériel d'information qui a été traduit en anglais. Fait que, je pense que ces échanges-là se sont pas faits à quelque part. Ça a peut-être un impact aussi sur la transmission là, de la mémoire de 2012, puis de l'expérience, puis des savoir-faire militants aussi, peut-être à quelque part. Les méthodes d'organisation aussi sont peut-être différentes. Sur les échanges avec le reste du Canada, il y en a eu en 2012, puis même par après aussi, il y a eu à certains moments des gens qui sont allés faire des conférences, des ateliers dans le Canada anglais qui ont été invités pour faire ça, pour essayer de partager un peu des informations sur comment s'organiser, qu'est-ce qui a fonctionné en 2012, puis tout ça. Fait qu'il y a eu certains échanges d'informations. Puis finalement, pour revenir à l'homogénéité, je pense que effectivement, en termes de. C'était pas juste une question de cohésion politique, c'était aussi. Je pense que le militant type ou l'étudiant type, c'était un étudiant blanc, francophone, urbain qui habite à Montréal, qui est dans une association étudiante. Jawad, je te vois. T'as pas l'air sûr, mais c'est plus que. Je sais pas, je trouve qu'on avait un modèle militant, puis dans les discours aussi, le modèle de l'étudiant était assez homogène, puis on réfléchissait peu à la diversité de la condition étudiante, notamment étudiants internationaux, étudiantes internationales, mais aussi les personnes plus pauvres, les personnes qui sont racisées. Fait que, je trouve que c'est ça, c'était assez homogène finalement. Là, Rogidia, je pense que le terme est juste. Là, donc, voilà, je vais laisser Jawad être d'accord ou pas d'accord avec moi. Si je peux ajouter un dernier mot là-dessus, je ne sais pas si le terme homogène, en tout cas, il pourrait être controversé, il faudrait le savoir, il faut le situer exactement de quelle homogénéité on parle. Je pense qu'il faut quand même rappeler au sein de l'AC, c'est évidemment, je pense qu'en termes, si on peut parler de groupes racisés, c'était relativement homogène. Après, en termes d'horizon, de réflexion politique, puis aussi d'affiliation politique, il y avait quand même des débats, puis de l'hétérogénéité. Donc, il n'y avait pas nécessairement d'unité aussi forte qu'on pourrait le penser nécessairement de l'extérieur. Après, je pense que si je peux ajouter quelque chose sur la question du rapport au reste du Canada, il y a eu des tentatives, comme Camille le disait, il y a eu du travail pour diffuser l'inspiration du printemps érable à l'extérieur, donc avec des conférences et tout ça. Je pense que pour ce qui est aussi des associations étudiantes anglophones qui ont participé à la grève, c'était en effet, comme Jawad l'a très bien souligné, là, c'était une première pour beaucoup d'entre elles, une telle implication. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a quelque chose comme peut-être à réfléchir. J'ai de la difficulté à le penser exactement, mais des fois, je le pense en termes de tradition culturelle militante entre le milieu anglophone et le milieu francophone. Je peine à trouver les termes des fois, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être dans le milieu anglophone qui est davantage, on pourrait dire, peut-être libéral dans un certain sens, ou disons davantage organisé à partir des affiliations individuelles et de leur identitaire, tandis que dans le mouvement étudiant québécois, on est davantage dans une tradition, on pourrait dire, républicaine, centrée autour des grandes politiques d'État et de leur confrontation, dans une réflexion, disons, sur une identité, sur une conception universaliste ou une certaine représentation de la société qui est, disons, moins libérale, disons, sur certains aspects, disons, d'un point de vue philosophique. Et donc, je pense que ça a beaucoup marqué
des pratiques politiques et des lieux d'organisation. Je pense que beaucoup d'étudiants et étudiantes dans le milieu anglophone, lorsqu'ils s'impliquent pas tant dans leur association étudiante que dans leur groupe pour la Palestine ou pour les gays, lesbiennes et trans, etc. Donc, il y a toutes sortes de luttes qui, souvent, dans le mouvement étudiant, soit dans le mouvement étudiant francophone, soit elles étaient davantage absentes du radar, ce qui était un défaut, évidemment, ou soit elles étaient intégrées, ou on tentait de les intégrer à même les différentes causes de l'association étudiante locale ou nationale, avec tous les défauts que ça pouvait représenter, les tensions. Mais on considérait que c'était davantage vers l'association locale puis vers l'association nationale que ce genre de questions-là qui devaient être posées et débattues. Donc, voilà, un petit ajout à la réflexion. Merci beaucoup. Je remarque qu'il nous reste peu de temps. J'aimerais juste, avant qu'on se quitte, d'abord, j'aimerais absolument remercier nos intervenantes. Élise, on a tous deux organisé cette conférence qui était absolument fascinante. Et peut-être, je veux parler pour quelques instants à Nadia Hausmother, parce que si on veut continuer la conversation à propos du printemps érable, il y a 2 conférences qui suivent et elle peut nous en parler un peu très brièvement. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, donc je vais juste brièvement dire parce que je pense que ça va peut-être nous couper. J'ai mentionné dans le chat vite, là, ça serait super le fun parce qu'il y a tellement d'enjeux. Puis merci en premier, c'était super intéressant. J'écoutais avec ma fille qui se promenait en arrière, donc merci beaucoup. Ça serait super cool qu'on continue la discussion dans le panel qui s'en vient à 3h, à 15h. Donc, c'est vraiment sur le même thème, mais il y a en fait beaucoup d'étudiantes qui ont participé dans les institutions anglophones. Donc, ce serait cool aussi de continuer la discussion avec cette perspective. Puis le numéro de la session, c'est en tout cas, je l'ai mis PSM6. Donc, je vous invite. Merci beaucoup. Merci Nadia, on te voit là. Merci vraiment Camille, Arnaud, Jawad et Dimitri. Ça m'a fait tellement plaisir de vous entendre aujourd'hui. Vos témoignages étaient riches et je repars avec des réflexions très stimulantes. Et avec une belle nostalgie de 2012, je dois avouer. ça m'a replongé. Alors, merci vraiment à tout le monde. Oui. Merci, Barry. Un grand merci aussi aux interprètes oui. pour la traduction. C'était merveilleux. Merci 1000 fois. OK. Au revoir. Au revoir, merci tout le monde. Merci à vous 4.